Il y a des matins où l'on se réveille avec la certitude que quelque chose cloche. Pas un pressentiment flou, pas une anxiété de fond comme celle qui ronge les gens nerveux, non. Une certitude froide, nette, comme la lame d'un couteau posée à plat contre la peau. Ce matin-là, je me suis levée à 5h42, j'ai regardé Théodas dormir de l'autre côté du lit, et j'ai su. Je ne savais pas encore quoi exactement, mais je savais. Nous étions mariés depuis 11 ans. 11 ans de vie commune dans notre appartement du quartier Vaudreuil, à Lyon, avec ses plafonds hauts et ses fenêtres qui donnaient sur une cour intérieure où un magnolia vieillissait avec dignité. Théodas était ingénieur chez une entreprise de génie civil, un homme de surface lisse, aux gestes économes, aux mots pesés. Les gens le trouvaient sérieux. Moi, j'avais fini par comprendre que sérieux n'était qu'un autre mot pour impénétrable. Je m'appelle Solveig, j'ai 43 ans, je travaille comme actuaire dans un cabinet de conseil en assurance et j'ai l'habitude de lire les probabilités là où les autres voient du hasard. C'est peut-être pour ça que j'ai mis du temps à admettre ce que les chiffres me disaient depuis des mois. Les premiers signes étaient anodins, pris isolément. Des retraits en espèces réguliers, jamais mentionnés. Un téléphone retourné face contre table dès que j'entrais dans une pièce. Des week-ends en déplacement professionnel, à Bordeaux, à Strasbourg, à Nantes, toujours dans des villes où je n'avais personne pour vérifier. Et puis, en novembre dernier, un relevé de compte joint que j'ai ouvert par erreur à sa place. 3 virements vers un compte dont je ne reconnaissais pas le numéro, chacun de 4 000 €, espacés de 21 jours exactement. J'aurais pu confronter Théodas ce soir-là. J'aurais pu poser le relevé sur la table de la cuisine, entre les assiettes et le pain, et attendre sa réaction. Mais quelque chose m'en a empêché. Pas la peur, pas la lâcheté. Une intuition professionnelle, ne jamais révéler à une source qu'on a commencé à enquêter. Attendre, accumuler, comprendre l'architecture complète avant d'en démonter un seul mur. J'ai donc commencé à regarder vraiment. Le compte bénéficiaire appartenait à une femme prénommée Isadora Venceslas. J'ai mis 2 jours à trouver ça, en croisant des fragments épars. Une adresse mail mentionnée dans un brouillon que Théodas avait laissé ouvert sur l'ordinateur familial, un prénom murmionné dans son sommeil un jeudi soir, et une recherche sur les réseaux sociaux qui m'a conduit à un profil semi-privé. Isadora avait 36 ans. Des cheveux noirs coupés au carré, et travaillait comme assistante de direction chez Bramfeld et Associés, le cabinet d'architecture où officiait un certain Renaud Méraud, le patron de Théodas depuis 3 ans. Renaud Méraud, je n'avais jamais eu de raison de m'y intéresser de près. Théodas le mentionnait parfois, toujours en termes neutres, comme on parle d'un supérieur hiérarchique fonctionnel. Je savais qu'il était marié, à une femme que Théodas avait croisée lors d'un dîner d'entreprise et décrite comme discrète, quelconque. Je savais qu'ils habitaient du côté de Caluire, et voilà que son assistante recevait l'argent de mon mari. Les semaines qui ont suivi ont été les plus étranges de ma vie. Je vivais en surface avec Théodas, je faisais la cuisine, je regardais des séries le soir, je répondais à ses questions avec la même économie de mots qu'il utilisait lui-même, et, en dessous, je construisais un dossier, un vrai dossier, avec des dates, des montants, des captures d'écran, des relevés imprimés et glissés dans un classeur Bordeaux que je gardais dans mon bureau, sous une pile de rapports actuariels. En janvier, j'ai commis une imprudence calculée. J'ai laissé mon ordinateur ouvert sur la page d'accueil de notre banque commune, et je suis sortie faire une course. Quand je suis rentrée, l'historique avait été effacé. Théodas avait regardé. Il savait donc que je regardais, ou du moins qu'il était possible que je regarde. J'attendais de voir s'il changerait de comportement. Il n'a pas changé. Il a accéléré. En février, les virements ont doublé. 8 000 € cette fois, vers un autre compte, toujours au nom d'Isadora, mais dans une banque différente, au Luxembourg. J'ai aussi remarqué qu'il avait commencé à photographier discrètement des documents dans le tiroir de mon bureau. Mes relevés personnels, le titre de propriété de notre appartement, qui était à mon nom seul, héritage de ma mère, et la liste de mes placements. Ce dernier détail m'a glacé le sang d'une façon particulière.
pas de colère, de la précision. Il cartographiait ce que j'avais. C'est Florinde, une amie de longue date qui travaille dans l'immobilier de luxe, qui m'a mis sur la piste suivante. En croisant des annonces de location saisonnière à long terme, elle était tombée par hasard sur une réservation au nom de Théodas Kralik, mon mari, pour un appartement à Lisbonne, du 15 mars au 15 mars de l'année suivante. 12 mois, payés d'avance, 47 000 €. Je me souviens de m'être assise très lentement sur le bord du canapé quand Florinde m'a envoyé la capture d'écran. 47 000 €. L'argent n'était pas sorti de notre compte commun. Il était sorti de quelque chose que je n'avais pas encore identifié et que j'ai mis 3 jours à retracer jusqu'à un microcrédit contracté en mon nom avec une fausse signature auprès d'un organisme de financement en ligne peu regardant. Là, j'ai su. Pas seulement qu'il me trompait, pas seulement qu'il préparait une fuite. Il avait contracté une dette en mon nom. Il allait disparaître à Lisbonne avec Isadora et me laisser avec un crédit à rembourser, un appartement dont il aurait tenté de se faire reconnaître une part, et rien d'autre. J'ai pleuré exactement une fois. Le soir de cette découverte, dans la salle de bain, avec le robinet ouvert pour couvrir le bruit. 20 minutes peut-être. Puis, j'ai lavé mon visage, j'ai regardé mon reflet dans le miroir, des yeux rouges, une mâchoire serrée, une femme que je reconnaissais à peine mais qui me semblait, pour la première fois depuis des mois, parfaitement éveillée, et j'ai commencé à planifier. La première chose que j'ai faite, c'est appeler Maître Dessart, une avocate spécialisée en droit patrimonial que j'avais rencontrée lors d'un séminaire à Paris 2 ans auparavant. Je lui ai tout exposé en 2 heures, documents à l'appui. Elle a écouté sans m'interrompre, puis elle a dit « Vous avez déjà fait la moitié du travail, faites l'autre moitié ». Ce qu'elle voulait dire, il me fallait des preuves de la fraude au crédit, et il me fallait les obtenir d'une manière qui ne me mette pas en danger légalement. La deuxième chose, c'est d'entrer en contact avec Gwenaëlle Méraud, l'épouse du patron, la femme discrète, quelconque, de Renaud Méraud. Je l'ai trouvée facilement. Son nom figurait comme co-gérante d'une petite galerie d'art contemporain à Caluire. Je me suis présentée comme cliente, j'ai acheté une aquarelle minuscule représentant un port breton dans le brouillard, et nous avons parlé pendant 1 heure. Gwenaëlle Méraud n'était pas quelconque du tout. Elle était petite, précise dans ses gestes, avec un regard qui évaluait tout sans en avoir l'air. Et elle était, j'en ai eu la certitude au fil de la conversation, en train de nourrir ses propres soupçons sur son mari. Je ne lui ai rien dit ce jour-là. Je suis repartie avec mon aquarelle sous le bras et son numéro de téléphone dans ma poche. Mars approchait. J'ai appris, par une source que je préfère ne pas nommer, que Théodas et Isadora prévoyaient de partir le 18 mars. Un vol Lyon-Lisbonne à 7 h du matin, sous le nom de Théodas Kralik pour lui et sous son propre nom pour elle. Ils avaient réservé depuis une adresse IP que j'avais repérée dans les connexions suspectes de notre box internet. Le 10 mars, j'ai annoncé à Théodas que je partais 3 jours à Paris pour un congrès actuariel. J'ai préparé une valise, j'ai appelé un taxi depuis l'application sous ses yeux, et je suis partie. Sauf que le taxi m'a déposée chez Florinde, à 10 minutes de là, où j'avais organisé les 48 heures suivantes avec la minutie d'un horloger. Voici ce que j'ai mis en place. Maître Dessart avait transmis le dossier de fraude au crédit à la brigade financière de Lyon 15 jours plus tôt. Une enquête préliminaire avait été ouverte. Le 17 mars au soir, la veille du départ prévu, des officiers de la brigade seraient disponibles pour un contrôle domiciliaire, à condition que je leur fournisse un signal de déclenchement précis. Gwenaëlle Méraud, à qui j'avais finalement tout révélé lors d'une rencontre dans un café du 3e arrondissement, avait accepté d'être présente. Elle avait, de son côté, découvert que Renaud Méraud était impliqué dans le schéma d'une façon que je n'avais pas entièrement vu venir. C'était lui qui avait facilité la mise en contact d'Isadora avec Théodas, et lui qui avait fourni à Théodas les coordonnées de l'organisme de microcrédit peu regardant, en échange d'un arrangement financier sur un dossier d'appel d'offres que Théodas avait influencé en faveur de Bramfeld et associés. Une corruption discrète, nichée dans les plis d'une affaire sentimentale. Le 17 mars au soir, je suis rentrée à l'appartement à 20 h, valise à la main,
l'air fatigué d'un voyage imaginaire. Théodas était là, à préparer le dîner, du risotto aux champignons, ce qui, rétrospectivement, m'a paru d'une ironie cruelle, comme s'il avait voulu partir sur une note domestique. Il m'a embrassé sur la joue, j'ai posé ma valise, nous avons mangé. À 22h30, j'ai envoyé un message à Florinde composé d'un seul mot. Maintenant. Florinde a relayé le signal à la brigade. Gwenaël Méraud, qui attendait dans une voiture en bas de notre rue depuis 21h, a reçu confirmation. À 23h10, la sonnette a retenti. Je me souviens de chaque détail de ce qui a suivi avec une clarté qui me surprend encore. Théodas a ouvert la porte. Il était encore habillé. Je crois qu'il n'avait pas prévu de dormir de la nuit. Et il a vu 2 officiers de la brigade financière, accompagnés d'une femme qu'il connaissait très bien, Gwenaël Méraud, dans un manteau beige, les mains croisées devant elle, avec dans les yeux quelque chose que je n'avais jamais vu dans les yeux de quelqu'un de quelconque. Le silence de Théodas a duré environ 4 secondes. Puis son visage a fait quelque chose de difficile à décrire, comme si plusieurs expressions tentaient de s'imposer simultanément et qu'aucune n'y parvenait tout à fait. La surprise, oui, mais aussi, en dessous, quelque chose qui ressemblait à une sorte de reddition épuisée, comme si une partie de lui avait attendu ce moment depuis longtemps. J'étais debout dans le couloir, derrière lui. Il s'est retourné vers moi. Il n'a pas parlé tout de suite. Quand il l'a fait, il n'a pas dit ce à quoi je m'attendais. Pas de déni, pas d'accusation, pas de tentative de retournement de situation. Il a dit, très doucement, « Tu savais depuis novembre. » Ce n'était pas une question. J'ai dit, « Depuis novembre. » Les officiers ont procédé à la perquisition avec une efficacité calme. Ils ont trouvé, dans le sac de voyage que Théodas avait à moitié préparé pour le lendemain matin, une enveloppe contenant 2000 € en espèces, 2 passeports, dont le sien, et une clé USB que les techniciens analyseraient plus tard, et qui contenait, entre autres, les copies scannées des documents de mon bureau qu'il avait photographiés en février. Gwenaël, pendant ce temps, était assise dans le salon. Elle n'avait pas dit un mot depuis son arrivée. Quand son téléphone a sonné, c'était Renaud qui avait été interpellé au même moment dans leur maison de Caluire par une autre équipe. Elle a regardé l'écran, a décliné l'appel et a posé le téléphone face contre la table avec un geste que j'ai reconnu immédiatement. C'était le même geste que Théodas faisait depuis des mois. Isadora Venceslas a été interceptée à l'aéroport Saint-Exupéry le lendemain matin, à 5h50, avec ses bagages et un billet aller simple pour Lisbonne. Elle attendait Théodas devant le comptoir d'enregistrement quand les officiers l'ont abordée. D'après ce qu'on m'a rapporté plus tard, elle a d'abord cru à un malentendu. Puis elle a demandé où était Théodas. Puis elle n'a plus rien dit. Les semaines qui ont suivi appartiennent à une autre histoire. Une histoire de procédure, d'audience préliminaire, de documents à signer et de nuit à fixer le plafond. Le crédit frauduleux a été annulé après expertise graphologique de la signature. Le titre de propriété de l'appartement a été confirmé comme exclusivement à mon nom. Théodas a été mis en examen pour escroquerie, faux et usage de faux, et abus de confiance. Renaud Méraud a fait l'objet d'une enquête séparée pour corruption dans les marchés publics. Gwenaël a entamé une procédure de divorce. Nous nous sommes revus 3 fois depuis. Nous ne sommes pas amis, pas exactement. Il y a entre nous quelque chose de plus étrange et de plus solide que l'amitié ordinaire, une sorte de reconnaissance mutuelle entre 2 femmes qui ont regardé la même chose en face et ont décidé de ne pas détourner les yeux. Ce qui me reste de tout ça n'est pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à ressentir de la satisfaction, ou peut-être de la douleur, ou les deux alternativement. Ce que j'ai ressenti, dans les jours qui ont suivi le 17 mars, était plus proche d'une fatigue profonde. Pas de l'épuisement, mais la fatigue particulière de quelqu'un qui a maintenu une tension extrême pendant des mois et qui peut enfin la relâcher. Comme de déposer un fardeau très lourd avec soin, sans le laisser tomber, et de s'apercevoir ensuite que ses mains tremblent. Il y a une chose que je n'ai jamais dite à personne, pas à Florinde, pas à Maître de Sart, pas même à Gwenaël. Le soir du 17 mars, après le départ des officiers, après que Théodas a été emmené, j'ai traversé l'appartement silencieux,
et je me suis arrêtée devant la fenêtre qui donne sur la cour intérieure. Le magnolia avait commencé à fleurir, précocement cette année-là, à cause d'un mars inhabituellement doux. Ses fleurs blanches semblaient phosphorescentes dans l'obscurité. Je suis restée là un long moment à regarder cet arbre qui ne savait rien de ce qui venait de se passer, qui fleurissait simplement parce que c'était son moment de fleurir. Et j'ai pensé, voilà ce que c'est, continuer. Pas oublier, pas pardonner, pas reconstruire, comme si le passé était une maison effondrée qu'on relèverait pierre par pierre. Juste continuer, avec ce qu'on est, avec ce qu'on a appris, avec les mains qui tremblent un peu, mais qui tiennent. Le dossier Bordeaux est toujours dans mon bureau. Je ne l'ai pas jeté. Pas par amertume. Je crois que je l'ai gardé comme preuve de quelque chose que je veux ne pas oublier, que j'ai su lire les chiffres au bon moment et que j'ai eu la patience de ne pas agir avant d'avoir tout compris. C'est peut-être la seule chose que 11 ans avec Théodas Kralik m'auront appris. La différence entre savoir et comprendre. Savoir, c'est avoir l'information. Comprendre, c'est savoir quand et comment s'en servir. Je suis actuaire. Je lis les probabilités là où les autres voient du hasard. Cette fois, j'ai joué la bonne main. Si cette histoire vous a tenu en haleine jusqu'au bout, un like et un abonnement sont la façon la plus simple de nous dire de continuer. Et on a encore beaucoup à raconter.